suis Constance Carpanèse et vous écoutez Point d'écoute, le podcast du Bota Bota Spa sur l'eau. Bonjour Morag, bonjour Gwendoline. Salut Constance. Merci d'être avec nous ce soir pour une toute nouvelle entrevue de Point d'écoute. Je suis vraiment ravie de vous avoir avec vous parce qu'aujourd'hui on va parler de sexualité, ce qui était un choix finalement pas difficile à faire pour ce podcast parce que je trouve que la sexualité ça fait vraiment partie du bien-être de quelqu'un, mais ça on va en parler plus en profondeur tout à l'heure. Pour commencer, j'aimerais que vous vous présentiez pas à nos invités, mais à notre public. Gwendoline, est-ce que tu veux commencer? Oui, bien sûr. Mon nom, c'est Gwendoline Lutti, je suis sexologue et j'ai développé une expertise auprès des personnes en situation de handicap. Je travaille aussi comme coordinatrice politique à la Fédération pour le Québec pour le planning des naissances. Et j'ai moi-même aussi un balado qui s'appelle Au coin du brasier qui parle des réalités, des enjeux de sexualité, de santé sexuelle et reproductive chez les personnes en situation de handicap. Trop bien, j'adore. Morag? Oui, moi, c'est Morag. Je suis étudiante au doctorat en sexologie. Je suis également chercheure et conceptrice de contenu sexologique pour le Club Sexu. Et je travaille également comme assistante de recherche à l'UQAM. Donc, plusieurs chapeaux comme une étudiante de doctorat classique. Ouais, classique. Super. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Peut-être une définition, je ne sais pas si on a vraiment une ou si elle sera trop longue, mais est-ce que vous pourriez un peu me décrire qu'est-ce que c'est la sexualité quand on parle de sexualité et justement quel chapeau est-ce que ce terme comprend C'est vraiment large comme question, donc on va... Ouais, je te dirais c'est tellement large que je pense que tu pourrais demander à 10 personnes et 10 personnes vont te donner une définition différente de ce que c'est la sexualité. C'est vrai. Ouais, totalement. On dirait que moi, je commence toujours par le définir un peu comme ça appartient à tout le monde. Non? J'ai l'impression que c'est quelque chose que tout le monde vit à sa façon, cependant. Fait que c'est très, très, très unique. Même une personne qui n'a pas de sexualité va en fait ajuster sa sexualité en fonction des normes de la société. Donc, ça varie beaucoup. C'est multidimensionnel. Tu sais, c'est autant une expérience corporelle, émotive, relationnelle, sociétale. Même avec notre genre, tout ça, c'est une expérience, c'est ça, individuelle, même une quête spirituelle aussi pour certaines personnes. Donc, ça peut... En fait, il y a peut-être moins de choses qui sont hors de la sexualité qu'il y a des choses qui sont dans la sexualité, j'ai envie de dire. Là, c'est super vaste. Là. J'adore. Ouais. J'aime bien cette description. Il y a plus de sexualité que... pas, genre. Je veux dire, j'ai pas les stats, mais je serais prête à parier quand même. Ouais, probablement. Ouais. Et donc, quand on parle de bien-être sexuel, comment est-ce que le bien-être sexuel fait partie intégrante du bien-être en général? Je vais commencer les éléments de réponse, puis tu compléteras avec ton expérience clinique quand même plus élaborée que la mienne. Mais c'est sûr que quand on parle de bien-être sexuel, encore une fois, c'est immanquable de ramener un peu à la personne. Donc, c'est important que ça soit un bien-être qui est basé sur comment la personne se sent, donc dans sa sexualité. Ça parle bien entendu d'aisance, ça parle d'aisance à explorer, mais également à faire des erreurs. Ça parle d'aisance également à peut-être le vivre avec d'autres personnes ou pas. Et c'est quelque chose qui est très, très, très intime, hein, qui est très, très propre à soi. Donc, c'est essentiel, je pense, d'avoir une relation au minimum harmonieuse avec soi pour notre bien-être plutôt global. Du moins, c'est à ça qu'on devrait peut-être travailler. J'oserais pas dire il faut absolument être bien dans sa sexualité pour être bien en général, mais c'est intrinsèquement lié à comment je me sens bien comme individu et donc dans ma vie. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose de... Ouais, je pense que peut-être que j'ajouterais aussi que quand on parle de bien-être, on peut parler... tu sais, t'as mentionné, Morag, tantôt, le bien-être... en fait, que la sexualité, il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension physique, puis le bien-être, ça va aussi avec ça. Le bien-être physique, le bien-être en santé mentale, etc. Puis, je parle souvent, en fait, en lien avec les personnes en situation de handicap, de la pyramide de Maslow, où à la base de la pyramide, on retrouve les besoins de base, hein, comme manger, dormir, puis toutes ces choses-là, en fait, qui sont importantes, mais la sexualité, c'est aussi à la base un besoin de bien-être à combler, en fait. Est-ce que tu dirais, justement, dans cette pyramide-là, quelle est
la présence de sexualité est comme à la... Elle est à la base. Au début, c'est vraiment la base. Elle est à la base. C'est comme un élément de survie, genre. C'est au même niveau que le sommeil, que manger, que dormir. Dormir, j'ai déjà dit, mais c'est ça, que aller aux toilettes, etc. Ouais. Et est-ce que là-dedans, il y a un peu comme un... Parce que quand on parle de sexualité dans sa globalité, il y a aussi la reproduction. Est-ce que tu fais une séparation entre ces deux choses-là? Pour moi, la reproduction, elle est, je sais pas comment aborder ça parce que j'ai l'impression que c'est un construit de la société de parler de reproduction parce que la sexualité, ça n'a pas toujours été sexualité égale reproduction. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas et aujourd'hui, ça l'est de moins en moins. On n'a plus besoin, entre guillemets, de peupler le Québec, hein, puisqu'on parle ici du Québec. La sexualité, elle a plus comme fonction de la recherche de plaisir, la recherche d'intimité, la recherche de connexion avec soi et avec l'autre ou avec d'autres au pluriel, en fait, je dirais. Ouais, je partage vraiment l'avis de Gwendoline. En fait, je pense que la reproduction, c'est comme une infime partie, en fait, de l'expérience qui est la sexualité qu'on peut vivre. C'est une partie très fonctionnelle de la sexualité, mais même aujourd'hui, on peut se reproduire sans sexualité, là. Absolument. Donc, c'est un des facteurs, mais je suis très d'accord avec toi que la sexualité, c'est beaucoup plus que ça. Puis même en termes, si on revient justement à ses fonctions, à ses besoins primaires, même si on ramène tout ça à l'état un peu animal, on voit que ça remplit des rôles de liens sociaux, ça remplit des rôles même pour soi, d'apaisement, anti-stress, de plaisir, de confort avec son corps ou d'inconfort, mais ça remplit plein d'autres rôles finalement primaires autres qu'à la reproduction. Donc, on peut vraiment pas s'y limiter, là, totalement. Ouais, exactement. Quand on parle, t'as mentionné le confort avec le corps. Le spa, c'est un endroit qui peut être extrêmement intimidant pour certaines personnes par rapport à leur image corporelle. Et donc, je me demandais en quoi est-ce que l'importance d'inclure un safe space dans la vie des gens, donc un espace, je sais même pas c'est quoi là. Espace sécuritaire. Sécuritaire. Donc, un espace, peut-être que vous serez mieux à même de l'expliquer ce que c'est là, mais en quoi est-ce qu'un safe space est important pour le bien-être sexuel de quelqu'un, mais aussi l'estime de soi? Si tu me permets... Vas-y. Je pense que c'est important de se souvenir que la sexualité, c'est un moment où on est au summum de la vulnérabilité. C'est-à-dire que même au niveau... pour que le plaisir soit... pour pouvoir atteindre du plaisir, en fait, il y a des fonctions en fait biologiques dans le cerveau et dans le corps, en fait, en général. J'essaie de vulgariser ça de la manière la plus simple possible. Tu le fais bien, tu le fais. Ouais. En fait, il y a un espèce de... Pour avoir du plaisir, il faut se sentir à l'aise avec l'autre personne, ou avec plusieurs personnes, ou avec soi-même. Si on a justement ça peut être par exemple un sentiment de honte ou un sentiment de peur ou de pas se sentir en sécurité, ça peut justement être un obstacle à un épanouissement sexuel, par exemple. Après, ça veut pas dire qu'il faut absolument se sentir à 100% bien et à 100% apaisé, etc. pour avoir de la sexualité. La sexualité peut aussi apporter de l'apaisement, hein, comme tu l'as dit tantôt. Ouais, totalement. Donc, je pense que ça fait déjà un petit élément. Oui, 100%. Je vais faire du bon là-dessus. En fait, je pense qu'en fait, aussi,
ce qu'on réalise pas, c'est que, pas qu'on réalise pas, mais je pense que ce qui est pas souvent assez nommé, c'est qu'on a tellement ritualisé la sexualité. C'est vraiment un rituel de séduction. Il y a plein de normes, on a plein de comportements on fait juste imaginer une relation sexuelle et on a tout de suite des codes très communs de comment ça doit se passer. Des attentes. Oui, c'est ça, des attentes. Puis ça doit venir aussi avec un certain seuil de performance, tu sais. Et c'est ça qui est toujours un peu touché, ou du moins peut-être un mot français, ça serait délicat, exactement. Quand on parle justement de ce bien-être sexuel, de comme un peu cet épanouissement sexuel finalement, c'est que ça peut parfois mettre une certaine pression à avoir une sexualité vraiment épanouissante. Mais notre image d'une sexualité épanouissante finalement est peut-être loin de ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire comme quelque chose qui nous convient à nous puis qui nous fait du bien à nous, bien entendu dans l'accord avec de l'autre personne s'il y a une autre personne ou d'autres personnes qui est impliquée. Mais souvent on a plus en tête certains mouvements, une chorégraphie, une fréquence, tout ça. Il y a comme finalement des seuils qui nous parlent d'une sexualité épanouissante. Mais comme je trouve que tu l'as super bien dit, en fait, c'est que tu sais la sexualité c'est vraiment l'intime de l'intime. On est super vulnérable. C'est ça qui fait que ça en fait une expérience, je crois, sensorielle et émotionnelle très intense, mais ce qui fait aussi que c'est difficile d'être dans le laisser-aller, justement à cause de tous ces facteurs de performance et de pression, finalement. Donc, oui, un safe space, c'est super important. Par exemple, c'est peut-être pas aussi facile à réaliser qu'on aimerait, ou des fois, on n'a même pas peut-être réalisé qu'il nous manquait justement de sécurité pour notre laisser-aller, parce que dans notre idée de comment devrait se passer une relation sexuelle, il n'y a pas nécessairement ces ajouts-là pour se sentir confortable. Fait que c'est définitivement quelque chose que je pense tout le monde apprend constamment, là, même nous comme sexologues, je veux dire, j'en apprends de mes autres collègues, j'en apprends, fait que il y a pas cette notion de sexualité parfaite, là. Ça évolue beaucoup avec nous. Voilà, dans ma tête, j'avais un autre point, mais je me suis perdue dans mes idées. Vas-y! Mais je voulais rebondir sur quelque chose que tu disais par rapport à la pression de performance et tout ça. Je veux aussi ajouter que on a dans l'idée que la sexualité, c'est quelque chose de spontané. Que ça arrive comme ça par, je sais pas, en claquant des doigts. Mais en fait, on vit dans une société qui va vite et dans laquelle on est super occupé, on a des agendas super remplis et tout. Et en fait, je vais citer la personne qui m'a inspirée, pas inspirée, qui a parlé de le sujet de cette spontanéité, c'est Émilie Nagoski, que j'ai vue en conférence au colloque de l'OPSQ, je pense, il y a 1 an. Et puis, qui expliquait, Émilie Nagoski, qui est l'autrice de Come As You Are. Et en fait, joli jeu de mots. Ouais, c'est fait pour. Qui expliquait en fait que la spontanéité dans la sexualité, c'était quelque chose de compliqué à créer en fait. Et justement, ça prend aussi des fois de comme déconstruire certaines choses, certaines pensées, en se disant ça peut pas toujours être spontané. Des fois, il faut comme prévoir du temps. Comme l'inscrire à notre agenda, de dire oui, ok, telle soirée ou telle journée, on va prendre du temps pour être ensemble, pour avoir un moment intime, il n'y a pas besoin de forcément de dire on va avoir une relation sexuelle et on va faire ça, mais ouais, ça fait partie de cette déconstruction-là, je pense. Oui, totalement, parce que je pense aussi, si on revient aussi au fait de vouloir construire un espace sécuritaire, des fois, ça nous demande de le construire de manière plus active que de juste laisser aller les choses, parce qu'en effet, si on est toujours en train de courir après notre horaire, après les enfants, après l'épicerie, là, je nomme toutes les activités d'un couple stéréotypé, mais bref, quand même, pour dire que c'est vrai que des fois, l'espace, faut un peu le mettre, parce que si ça nous demande un peu de vulnérabilité, de laisser aller, c'est un peu mission impossible de se dire je vais rentrer chez moi et je vais voir mes partenaires et tout de suite ça va comme un claquement des doigts, je vais me sentir relaxée, détendue et prête à être fougueuse. C'est pas du tout le cas, tu sais. Fait que en effet, des fois ça demande un peu cet ajout-là finalement. Puis je suis pas en train de dire que le Bota Bota est un safe space pour faire des pratiques sexuelles. Mais on est un safe space, pareil. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles, justement, vous en avez énuméré quelques-uns, là, mais des obstacles
au bien-être sexuel auquel les gens font face, et est-ce qu'il y a des moyens d'y remédier à ces obstacles? Oh, il y en a, oui. Ça dépend par où on commence. Ouais, on va faire podcast de 4 heures. Découper ça en thématique. Oui. Mais tu sais, c'est sûr que si on évoque un peu plus, si on fait des liens un peu plus avec l'expérience peut-être spa, tu sais, t'as nommé la notion d'estime de soi, peut-être même l'aisance même avec son corps, au fait de dévoiler son corps, au fait peut-être même de se voir. C'est sûr que dans cette grande sphère de l'estime corporelle, il y a énormément de blocages qui peuvent survenir. De un, à cause des standards de beauté qui sont souvent irréalistes. Complètement irréalistes. Oui. Vraiment, puis le fait aussi qu'on n'ait peut-être pas la chance d'avoir des représentations de corps justement diversifiés ou de corps qui me ressemblent, qui sont dans une scène sexualisée que je peux trouver désirable. Donc ça m'amène peut-être des difficultés à moi me sentir désirable. Tu sais, on parlait un peu, encore une fois, cette danse, c'est cette difficulté à être dans la spontanéité, dans le laisser aller, dans le confort et dans la zénitude finalement qu'on vous souhaiterait à tout le monde pour une relation sexuelle, qui n'arrive pas si je suis en train de me demander, si je me plie de cette façon-là, de quoi j'ai l'air, ou est-ce que peut-être je ressens des douleurs, ou est-ce que j'ai vécu un événement dans ma vie qui a changé le fonctionnement de mon corps. Donc, ça peut vraiment, tu sais, même au niveau des fois de la fonctionnalité, ça atteint mon estime ou ça atteint même ma capacité à faire certaines positions, certains mouvements, ce qui fait que ma tête est pas 100% dans l'expérience du plaisir et la découverte. Je suis plus occupée à me demander est-ce que je vais pouvoir me placer comme si ça fait mal, est-ce que je vais pouvoir tenir le coup, il va falloir que j'arrête, comment est-ce que je le dis à ma partenaire ou si je suis capable, etc. Fait qu'il y a énormément de choses qui peuvent venir entraver, en effet. D'où l'importance, encore une fois, de maximiser un espace sécuritaire où est-ce que, justement, si j'ai mal, je peux dire, attends, je vais peut-être relever ma jambe, on va peut-être prendre une pause. Mais là, on accepte également d'avoir une relation sexuelle qui est beaucoup plus de l'ordre de la relation, justement, de l'échange, que de cette espèce de ces ébats spontanés qu'on croit qu'on doit avoir à tout prix. En fait. Oui, exactement. Et c'est vraiment synonyme de vigueur, de désir fort et de impossible, là, finalement. C'est ça. Voilà la réponse. Oui. Puis là, on s'en va dans un stéréotype très hétérocentré, très pénétratif, etc. Où là, justement, on pourrait aussi, tu sais, comme travailler à déconstruire ça, à comme dire, non, la sexualité, c'est pas juste de la pénétration, c'est pas seulement... voilà, comme un espèce de séquence de mouvements. Quelque chose de très binaire, finalement. Oui, voilà. Moi, je dis souvent qu'on présente ça comme si c'était un menu 3 services. C'est comme si elle a absolument une entrée, un plat et un dessert. Je suis jamais allée au resto de la maison. C'est pas ça. Mais on présente souvent ça comme ça. Exactement. Voilà. Oui. Servez-vous. Oui. Puis varié. Puis aujourd'hui, il me semble que j'irai plus à la table de salade parce que je me sens ballonnée. Mais exact. C'est plus des plats. Puis je choisis aujourd'hui ce que j'ai envie de faire. Ouais. Fonction de aussi comment je me sens, tu l'as bien dit, c'est quand même mais ça c'est un idéal qu'on souhaite à tout le monde, mais mais ça prend de comme faire le travail de déconstruction et de d'analyse, en fait, de se dire attends, tout ce que je vois dans les médias, tout ce que je vois dans le cinéma, dans les séries, etc., c'est une certaine forme de sexualité, comme on a dit, tu l'as très bien dit, la entrée plat dessert. C'est sûr que je vais. Ça va rester. S'il y a une chose qu'il faut se souvenir de. C'est pas entrée plat dessert, ok. On peut aller dans quelque chose de plus élaboré. On peut aller dans quelque chose de super simple. Donc, ça. Oui. Puis puis je veux juste faire du pouce un peu parce que ça me fait penser, mais je trouve que souvent ce qu'on essaye de proposer ou du moins de contre-argumenter avec ça, c'est de ramener un peu à l'essentiel. Puis des fois, je pense les gens souvent se rendent compte qu'on oublie de faire ça, mais c'est de demander qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait plaisir, dans mon activité en fait sexuelle, quelles sont les séquences, est-ce que j'aime ça ou pas, tu sais, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que j'aime ça quand c'est fait comme ça, est-ce que je prends le temps aussi de peut-être communiquer avec mes partenaires
faire, ce que j'aime moins. Est-ce que des fois, ça me fait plaisir peut-être de faire ça simplement parce que je sais que, par exemple, ma partenaire devant moi, ça la fait triper. Donc, moi, ça me procure du désir. Donc, c'est un peu justement, comme tu dis, de prendre le temps de décortiquer, mais vraiment comme en profondeur, en fait, ce que j'aime moins. Est-ce que ça me fait plaisir de recevoir, de donner? Est-ce qu'il y a des moments que je me sens moins confortable? Ça m'empêche d'avoir du plaisir? Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour changer, par exemple? Tu sais, n'importe quoi, mais il y en a qui aiment bien tamiser les lumières, il y en a qui aiment bien avoir de la musique pour se sentir un peu plus dans l'évasion. Il y en a qui aiment plus être dans une position active, à donner, plus à recevoir. Donc, tu sais, ça peut tellement être fait sur mesure, mais on oublie ça, puis c'est un peu... On dirait que c'est comme évident, mais en même temps, on l'oublie, puis on se limite justement à cette recette, tu sais, puis qui finalement est vraiment pas one size fit all, tu sais. Non, vraiment pas. Puis se poser cette question-là de qu'est-ce qui, moi, me convient, c'est quand même pas facile, parce que c'est tellement beaucoup plus facile de prendre la recette de base facile que d'aller se poser la question. Ça prend parfois de l'aide. Puis c'est là que je peux parler un petit peu de relations d'aide, de thérapie, etc. Ou d'aller parler à un ou une professionnelle en sexologie. Ça peut être aidant justement parce que à quoi ça sert de faire de la relation d'aide, c'est de dire à haute voix, de parler à haute voix de discours interne. Et parce que je parle assez souvent à mes clients et clientes comme mon travail comme étant un travail je suis un miroir. Je suis un miroir déformant, j'ai mes propres valeurs, je les vois d'une certaine manière, mais je vais juste refléter ce elle m'amène en fait. Et c'est juste que ça permet, c'est ça, de mettre des mots sur des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler avec une personne neutre. J'adore. C'est vraiment bien dit. Fascinant. Ça aussi, je vais l'utiliser. Plein d'échanges. Excellent. Mais c'est fou parce que la façon, surtout dont on parlait, Morag, c'est qu'on dirait... Enfin, de t'entendre le dire, ça m'a fait réaliser à quel point on sait qu'on est en autopilote pas mal tout le temps dans notre vie, là, dans littéralement tout. Quand on conduit, on est en autopilote, quand on travaille. Et donc dans la sexualité aussi, alors que quand on en parle, c'est supposé être le fun. Et donc d'être en autopilote dans quelque chose qui est supposé être un amusement plus qu'autre chose, c'est quand même étonnant. Oui, donc, vraiment, mais puis c'est pour ça aussi je pense que c'est important puis je trouve ça vraiment cool que tu mentionnes en fait l'aide qu'on peut recevoir, parce que c'est vrai que c'est pas évident de prendre le temps de se mettre un peu en position de regarder qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aime moins. C'est vraiment difficile de le faire, puis ça peut être encore plus difficile dans une situation où est-ce que on se sent justement très vulnérable, ou peut-être on est avec quelqu'un de nouveau ou qu'on n'a pas nécessairement un lien de confiance, ou à quelqu'un à qui on veut vraiment plaire finalement, hein, parce que c'est ça qui est un peu particulier avec la sexualité, c'est que c'est super vulnérabilisant pour toutes les personnes impliquées si c'est plus qu'une personne, mais c'est souvent devant une personne envers qui on veut vraiment faire bonne figure, tu sais. C'est super ingrat comme situation, mais vraiment c'est comme super contre-intuitif. Puis pour plusieurs personnes, je pense que de tomber dans le pilote automatique, ça vient prévenir aussi, parce que des fois, mettons, c'est facile de dire aux gens, un peu comme avec, j'imagine, au spa ou la méditation, peut-être que vous devez vous le faire dire, mais c'est vraiment difficile d'être dans le moment présent, de faire de la méditation, etc. Absolument. Donc, tu sais, ancrer son corps, c'est vraiment vaste ce que ça peut être, puis c'est difficile pour le 3/4 des mortels, je suis sûre. Ah oui. Ah ouais. Mais pour finalement être présent, dans le moment présent, dans son corps, pendant une activité sexuelle avec quelqu'un d'autre, c'est très, très, très difficile, mine de rien. Fait que parce que si je suis là, ce que je vais commencer à regarder, c'est pas ce que je ressens, mais bien, justement, de quoi j'ai l'air, comment je performe, de quoi l'autre a l'air, tout ça. Donc, cette espèce de pilote automatique est aussi parfois un moyen, finalement, d'évasion un peu pour permettre, finalement, un laisser-aller, qui laisse pas vraiment beaucoup de laisser-aller, mais que c'est quand même une tentative, finalement, d'apprécier, c'est ça, puis de pas paniquer, là, finalement. Fait que,
on revient un peu à cet espace sécuritaire, mais ça se crée vraiment à partir de soi, mais ça se crée également, je pense, en rapport avec l'autre, puis aussi, c'est plate, mais avec la pratique aussi. Ça se fait pas du premier coup, mais ça demande quand même, tu sais, un bon contexte. Puis je dis ça aussi pour rassurer les gens, parce que j'aime vraiment pas qu'on tombe dans des... pas qu'on faisait ça maintenant, mais dans le sens où j'aime toujours le rappeler, parce que c'est vrai que c'est pas facile à faire. C'est des beaux principes, on espère que tout le monde est capable, mais c'est pas vraiment facile de dire je vais arrêter, je vais sentir mes sensations, je vais fermer les yeux, je vais juste me laisser aller avec mon corps et me foutre de quoi j'ai l'air. Non, non, c'est pas tout le monde qui fait ça, là. C'est correct, mais ça s'apprend. Puis idéalement, on va vers là. Mais idéalement, pas obligatoirement. Ouais. J'aime vraiment la métaphore avec la méditation et... Mais c'est un peu similaire, non? Ouais. Non, c'est pareil. Ouais, mais il y a aussi des pratiques. Ben, la pleine conscience peut être un outil aussi, hein, en sexothérapie, en relation d'aide. OK. Est-ce qu'il y a un truc aussi avec, je sais pas si c'est un peu pousser le bouchon loin, là, mais genre comme de l'hypnose ou comme se mettre dans des situations de mentale extrêmement... Oui, il y a définitivement des experts qui utilisent l'hypnose. Je suis vraiment pas familière avec cette technique. Moi non plus. Je pense pas que c'est très aussi populaire en sexo au Québec. Je pense que c'est pas super légiféré. Je pense pas. Non. Bon. Tu vois, on se perd un peu, mais oui, ça définitivement, puis tu sais, justement en pleine conscience, puis on en reparle, mais en effet, c'est souvent des exercices, puis c'est quelque chose qui est fait avec un professionnel parce que c'est difficile, un ou une professionnelle, parce que c'est difficile de le faire par soi-même, tu sais. Fait que ça peut être aussi, tu sais, on parlait d'aide, de comment s'aider ou des moyens, mais je pense que des fois, aller chercher de l'aide pour pas se retrouver un peu dans cette espèce de tourbillon d'émotions seul, ça peut être une bonne idée. Mais ça prend aussi de se rendre vulnérable, oui, d'aller chercher de l'aide. Aussi. Et je pense que c'est une grande... c'est faire preuve de beaucoup de courage, de dire, ben là, je pense que j'ai atteint ma limite de ce que je peux faire avec mes propres connaissances et j'ai besoin d'aide extérieure. Donc, ouais. Il y a beaucoup de... à chaque fois qu'on vous parlait, j'ai cette image du serpent qui se mord la queue. Ouais. C'est comme c'est tout le temps ce truc de... J'atteins une limite, il faut que j'aille chercher de l'aide. J'atteins une limite. Je sais pas. En tout cas, bref, c'était... Ouais, mais totalement, ouais. C'est une question que j'avais, puis à l'origine, je voulais pas la poser parce que je trouvais que elle était pas très nécessaire dans cette conversation, mais finalement, je vais quand même la poser. Par rapport aux applications de rencontres, on part un peu hors champ, là, mais est-ce que vous pensez, selon vous, que les applications de rencontres, puis ces rencontres qui sont très faciles, finalement, maintenant, et qui amènent souvent à des actes sexuels ou quoi que ce soit, est-ce que vous avez l'impression que ça facilite ce concept de safe space, parce qu'on peut comme un peu choisir la personne comme on veut, qui on veut, même si finalement, c'est un peu comme jouer au loto, là, genre on sait pas vraiment sur qui on va tomber, mais je sais pas. Peut-être que ma question est pas très bien construite, mais je pensais à ça. Ben, tu sais, vite de même, je dirais, c'est pas facile. Tu sais, de ce que j'observe, c'est pas facile d'être sur les applications de rencontres. C'est comme, là aussi, c'est comme se vulnérabiliser, se rendre vulnérable auprès de personnes qu'on ne connaît absolument pas pour essayer de les connaître dans le but éventuellement de construire une relation avec cette personne-là, puis peu importe le type de relation, que ça soit pour une nuit, pour 2 semaines, pour 6 ans. Mais ça veut dire que ça peut prendre beaucoup d'essais à trouver cette personne et ça peut devenir épuisant pour certaines. De toujours se rendre vulnérable et d'être déçu ou d'être, voilà, des choses comme ça. Ouais, c'est moi je vois beaucoup les applications de rencontres, c'est un peu comme, tu sais, on prend une médaille où est-ce qu'il y a 2 côtés, puis je trouve que c'est tout le temps ça, parce qu'il y a autant, selon moi, de potentiel que de limites, là. C'est sûr que maintenant, de plus en plus, voire peut-être la majorité, surtout, je pense en contexte québécois, où est-ce que les gens rencontrent en ligne, ça nous donne, bien entendu, accès à beaucoup de partenaires. Ceci étant dit,
c'est ça, un peu comme tu le nommais, il peut avoir un certain épuisement à force d'avoir beaucoup de profils devant nous. Également, on peut s'essayer à plusieurs reprises. Ça va revenir un peu à l'aisance de la personne, hein, parce que une personne, justement, peut-être qui va éprouver plus de facilité à avoir des relations sexuelles, en fait, ça va l'avoir démocratisé, donc va peut-être avoir moins de difficultés à aller chercher des relations sexuelles en ligne versus que de peut-être avant devoir passer par des réseaux d'amis ou devoir peut-être passer par des réseaux professionnels. Ça peut amener à une plus grande facilité, donc à une plus grande satisfaction. Mais à la fin, si on est en train justement de chercher quelqu'un ou que à la fin, une relation sexuelle demeure un espace où est-ce qu'on veut performer, je dirais que les enjeux vont rester les mêmes. Donc, on va quand même vouloir plaire, on va quand même vouloir peut-être que ça aille plus loin, on va peut-être vouloir que ça dépasse la relation sexuelle et on le voit aussi qu'un des enjeux avec les applications de rencontres, c'est que souvent les gens ont peut-être des attentes différentes par rapport à l'autre et c'est pas toujours communiqué dès le départ. Puis c'est pas la faute nécessairement à personne, c'est juste qu'on assume toujours un peu que la personne veut quelque chose de similaire à nous jusqu'à ce qu'on ait des indices qui nous amènent à venir questionner le tout. Donc, une bonne façon, ça serait aussi de venir clarifier, nous, ce qu'on cherche, et peut-être de venir clarifier rapidement avec la personne qu'on veut rencontrer, qu'est-ce qu'elle cherche, voir s'il y a un match, sans dire que ça doit être exactement la même chose, mais est-ce qu'au moins, on s'est présenté les deux portraits et on est à l'aise avec ça. Mais c'est ça, donc ça va vraiment dépendre de ce que la personne va venir rechercher dans sa relation sexuelle, puis je pense aussi que ce phénomène d'avoir accès plus rapidement à des relations sexuelles qu'on va dire sans lendemain, c'est assez nouveau pour les personnes hétérosexuelles, mais dans d'autres communautés comme notamment les communautés gays, on le voit que ça fait longtemps qu'il y a les espaces de cruising et tout ça, mais que finalement les apps ont un peu remplacé ces espaces-là physiques, là, si on veut, mais où est-ce que les relations, les rencontres finalement sans lendemain sont assez fréquentes et quand même je pense que la littérature a quand même démontré, puis aussi les observations, que un peu ce détachement permet en effet peut-être un laisser-aller où est-ce qu'on peut avoir accès à des activités sexuelles, où on se permet d'avoir des activités sexuelles avec des partenaires qu'on ne reverra pas ou qu'on ne symbolise pas comme des partenaires de vie potentiels. Puis ça, on le voit aussi beaucoup dans les études chez les hétéros. Bon, j'ai dit que j'allais pas parler d'études, mais finalement... on en revient. On recherche, hein? Mais où est-ce qu'on voit quand même que si on parle un peu des profils, de comment est-ce que je me représente ma partenaire et comment je la conçois et comment je pense que ça va devenir, par exemple, ma femme plus tard, c'est peut-être pas la même façon que je vais vouloir entrer dans ma sexualité avec cette personne-là que si la personne, je l'ai rencontrée dans un bar, je sais pas, ou, admettons, je suis sur mon app de rencontre, sachant très bien que je veux plus la revoir. Donc, je rentre pas dans la relation de la même façon, donc ça peut changer, mais à la fin, ça revient quand même plus aux enjeux que moi, je prête à l'activité sexuelle qui vont déterminer mon aisance ou pas. C'est important aussi pour les apps de rencontre d'amener une nuance parce que, oui, ça a donné accès à beaucoup plus de partenaires, mais ça reproduit aussi beaucoup de normes dans la société de qui peut avoir accès à des partenaires ou pas. Donc, ça peut devenir un espace de stigmatisation pour quelqu'un, justement, qui va vouloir chercher un ou une partenaire sexuelle ou romantique et qui devrait, finalement, y avoir accès, hein, parce que c'est si facile et finalement, n'y a pas accès. Donc, ça peut d'autant plus, finalement, envenimer notre sentiment d'incompétence, finalement, en termes de séduction et sexuelle, si on n'arrive pas, finalement, à scorer, en gros guillemets, alors qu'on est censé avoir tous les moyens pour. Je voulais juste ramener ça. Non, mais je vais faire du pouce là-dessus, puisque comme il y a beaucoup ça c'est quelque chose que j'ai pu observer auprès des personnes en situation de handicap, où là, on revient aux standards de beauté, à la pression de performance, etc., qui prend des proportions beaucoup plus importantes sur les applications de rencontre pour les personnes en situation de handicap. Mais on peut aussi parler des personnes grosses, des personnes racisées. Ça peut être, puis qui peuvent vivre justement de la stigmatisation au travers soit vraiment de discrimination claire ou alors de fétichisation. Donc, c'est aussi, à garder en tête parce que, comme tu dis, ça reproduit des oppressions, en fait. Petite question bonus vis-à-vis de ça, parce qu'on parle du passé et du présent. Quelle est la sexualité du futur? Oh my God! Est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut envision à quoi ça ressemblerait dans, je sais pas moi,
2000 ans. Ah, non, c'est peut-être pas dur, 2000 ans. ouais. Moi, j'ai l'impression que... Je sais pas. Il y aura pas beaucoup de changements. Ok. Ben, peut-être qu'il y aura des ajouts, mais je sais pas, peut-être que tu es... C'est une bonne question. Pour moi, ce serait vraiment quelque chose qui m'apparaît. On est plus à l'aise avec les fonctionnalités de la sexualité, j'ai l'impression. On le voit à travers... on parle de plus en plus de non-monogamie consensuelle. On parle également de plus en plus de sexualité justement pour le plaisir. On parlait tantôt de reproduction, mais on parlait également de reproduction sans sexualité. Donc, pour moi, une sexualité du futur, peut-être un peu idéalisée, mais quand même du futur, mais je pense quand même réaliste, ça serait une sexualité qui est peut-être un petit peu plus compartimentalisée en termes de ses fonctions, qui nous permet, selon moi, plus d'exploration, en fait, puis de venir assumer, en fait, que la sexualité a plus que justement cette fonction reproductive ou qui peut se passer plus que dans le cadre d'un couple, dans un cadre romantique, parce que je pense qu'on est de plus en plus à l'aise avec ces notions-là, mais on est encore un peu frileux. Je pense qu'il y a un peu des va-et-vient là-dessus. Tu sais, on avance un peu, mais on recule. Puis je pense que ça va être un petit peu plus éclaté, moi. Du moins, peut-être je l'espère, surtout pour nos hétérosexuels qui nous écoutent. Libérez-vous! Ça fait du bien, c'est promis. Oui, ça peut être autre chose, ça peut être pour le plaisir, ça peut être avec ses amis si on veut, ça peut être avec plusieurs personnes en même temps, une après, comme on veut, OK. Quand on veut, on peut. Oui, c'est ça, mais c'est ça, j'espère peut-être que ça va amener un peu de... on va étirer un petit peu plus élastique, on va se décomplexer. Je pense que c'est ça que je cherchais comme mot. Ouais. Mais je l'espère aussi, honnêtement. Je l'espère aussi parce que... Mais c'est quand même intéressant de parler avec des personnes plus jeunes. Je suis pas hyper vieille, là, mais... T'es en train de te vieillir, Gwendoline. Je sais, mais tu sais, quand on parle avec des personnes comme dans la vingtaine ou même adolescents ou des enfants qui vont avoir aucun problème à dire ouais, non, moi, je pense que je suis une fille. Ah, OK. OK. Tu t'es posé la question. Ah, OK, donc voilà, cette personne-là s'est posé la question assez rapidement, ou alors des personnes qui sont posées la question, est-ce que je suis hétéro? Est-ce que par qui je suis attirée, en fait? Puis d'avoir vraiment cette réflexion, puis je l'ai observé chez quelques clientes un peu plus jeunes, je dirais, je pense dans la vingtaine, qui vraiment se sont posées consciemment la question. Oui. Donc, je pense que c'est super intéressant parce que ça permet justement de se connaître soi-même. Puis c'est ça qu'on parlait tantôt, hein, de se connaître soi-même. Ça va permettre d'explorer des choses qu'on a plus envie, aussi d'être plus capable de mettre ses limites. Parce que si je connais mes besoins, je connais aussi mes limites. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir construire un espace sécuritaire dans lequel on va pouvoir s'épanouir sexuellement. Ouais. Quand on parle de sexualité du futur, ça m'a fait penser à le CCA, le Centre canadien d'architecture, j'oublie toujours le nom, avait fait une expo il y a quelques années, il y a peut-être 1 an ou 2, sur le futur du logement ou de l'habitation. Et chaque pièce était dédiée à, donc au passé, au présent, au futur, il me semble. Peut-être que j'invente n'importe quoi, où c'était genre dans le domaine du travail, de l'habitation, enfin bref, c'était comme sectionné. Et à un moment, ils avaient reproduit l'intérieur d'une maison et ils avaient mis un lit, mais comme le lit du futur, qui était hyper inclusif pour une famille différente de ce qu'on voyait aujourd'hui. Donc avec 3 parents et quelques enfants. Et donc c'était pas un lit rectangulaire. C'était comme un lit triangulaire, mais comme à l'envers, là. C'était fou, genre. Puis je regardais ça, j'étais comme, waouh, nice, genre. Voir qu'ils se sont questionnés là-dessus, puis qu'ils ont pris ça en partie, tu sais, qui c'était comme, justement, même si dormir, ça fait pas nécessairement partie de la sexualité, là, mais d'avoir comme plusieurs adultes consentants dans un même lit, et qu'on puisse constituer ça comme une famille. Mais oui. Tu sais, je trouvais ça vraiment, vraiment chouette, quoi. Surtout pour un centre d'architecture, tu sais, qui se questionne au-delà de ça, je trouvais ça c'est super intéressant. Vraiment passionnant. Puis il y avait tout un truc où ils avaient créé comme des outils pour le futur, donc pour des personnes qui pouvaient pas allaiter. Et donc ils avaient créé comme je pense que c'était comme une attelle en forme de sein. Et je pense que tu mettais comme une poche de lait à l'intérieur, mais comme pour reproduire je sais pas si ça existe
actuellement, ça se peut. Ça se peut. Mais ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais puis c'est ça, maintenant que j'en parle, il y avait une section aussi sur comment ils voyaient la mort dans le futur, etc. Mais bref, c'était vraiment fascinant là. C'était comme, ouais, c'était vraiment cool. Est-ce qu'on pourrait parler un tout petit peu du club Sexu? Oui, avec plaisir. Est-ce que tu peux un peu, oui, c'est ça, nous présenter? Introduire un petit peu. Ouais. Ben oui, dans le fond, le Club Sexu, c'est un média spécialisé en éducation à la sexualité ludique, également positive. On aime parler de sexualité de manière décomplexée. Donc, on fait ça à travers différents contenus. On a des campagnes de sensibilisation comme notre campagne annuelle du Dépistafest qui parle de dépistage et d'ITSS. On a également du contenu en ligne pour divertir autant qu'éduquer, on l'espère, qui se veut également sensible et inclusif. Également du contenu dans nos articles, on a un podcast, on a vraiment plein de médias. Donc, vous pouvez aller voir sur le www.clubsexu.com. Tout le monde fait sa pub. Oui, exact. C'est le moment. Mais on est aussi un studio, en fait, de création. Donc, on s'allie avec plusieurs partenaires et plusieurs clients qui rejoignent nos missions, comme les centres de dépistage Prélib, comme on a fait une campagne avec Réseau, donc plein de partenaires avec qui notre studio travaille. Donc, on est vraiment, en fait, c'est un peu le secret, je pense, de notre succès. En fait, du moins moi, ce que j'aime beaucoup qui fait notre noyau, c'est qu'on allie beaucoup l'expertise autant en communication qu'en design qu'en sexologie, ce qui fait qu'on a un contenu qui est aussi le fun à l'intérieur que de l'extérieur. Fait que je pense que c'est ça qui rend ça un peu attrayant, finalement, surtout pour les jeunes adultes, mais pour les personnes de tous âges, on espère. Ouais. Puis le design graphique est... Merci! Vraiment merci. très peu. Oui, c'est pas du tout grâce à moi, mais genre... Je vais passer le message. 100%, je passe la note. Puis pourquoi, enfin ça va un peu de soi là, mais pourquoi, selon toi, est-ce que c'est important que quelque chose comme le club Sexu existe et soit accessible mon à Dieu, tous? oui. Ben c'est sûr que nous, on a parti notre mission, ça vient surtout en fait d'apporter finalement une éducation à la sexualité, comme j'ai dit, qui est décomplexée, qui est sensible, qui est bienveillante aussi et inclusive pour notamment les jeunes adultes, parce que au Québec, c'est vraiment une génération qui a manqué finalement d'éducation à la sexualité, qui faisait pas partie des programmes scolaires et où est-ce qu'on a dû finalement s'éduquer comme on pouvait et malheureusement avec peu de contenu adapté pour la diversité des réalités qu'on rencontre. Donc, c'est vraiment venu, en fait, de cette initiative-là, de venir combler un manque. Et on s'est rendu compte rapidement, mais aussi grâce, je pense, au succès de nos contenus, que les gens non seulement en avaient besoin, mais avaient envie d'interagir. Donc, on s'est vraiment adapté à ça au fur et à mesure, d'où créer nos campagnes, d'où travailler avec d'autres, justement, partenaires communautaires pour, finalement, rendre ça de plus en plus accessible. Si on crée du contenu qui est 100% gratuit, accessible sur toutes nos plateformes. Donc, je pense que c'est essentiel qu'on parle de sexualité, qu'on parle autant des bons coups que des mauvais coups. On essaie vraiment dans nos articles de toujours garder, bien entendu, une touche de positivité, en fait, pour venir balancer souvent les discours à la sexualité qui étaient très dans la peur, dans la prévention, puis oui, c'est ça, puis qui parlent beaucoup des aspects négatifs qui sont présents, là. On essaie, en fait, on en parle aussi, on essaie pas, on en parle, mais on essaie toujours de ramener une lueur de positivité et aussi de s'assurer que nos contenus s'adaptent finalement aux réalités de plus en plus diversifiées de notre génération. Donc voilà. Donc oui, c'est essentiel. Je pense que c'est essentiel qu'on crée du contenu qui puisse rejoindre tout le monde, ou du moins qui essaie de rejoindre activement tout le monde. Du contenu qui est également écrit par des personnes qui sont concernées. On a énormément de collaborateurs, collaboratrices qui travaillent avec nous parce qu'on peut pas tout savoir tout le temps. Puis ça, je pense que c'est notre humilité, c'est une de nos qualités. Mais on en a besoin. On a besoin de quelque chose qui est sans tabou, qui est sans jugement aussi. On a également le confessionnal. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais sur notre page... J'avais participé... J'avais laissé une petite confession, une ou deux. Ben ça, c'est un de mes produits chouchou. Puis je pense que ça parle de soi-même. On est rendu à plus de 1000 confessions en comme 4 ans. Là. C'est en fait 1100, 1200 confessions même. Parce que les gens ont envie de partager ce qu'ils vivent, autant le beau que le laid, sans se sentir jugé, puis sentir que ça va être reçu. Fait que oui, donc il y a définitivement un besoin auquel on continue de répondre, je pense. Puis j'espère qu'on va continuer à répondre et qu'on sera pas les seuls. On en veut plus. Est-ce que à travers vos métiers et vos recherches à toutes les deux, est-ce que vous avez l'impression que les gens ont de plus en plus faim de ces conversations-là? Ou est-ce qu'ils restent quand même un peu à l'écart? À quoi ça ressemble?
Non, les gens se posent envie beaucoup de questions. Ouais. Ah ouais, non. Oui. Ils veulent avoir accès au buffet. Ah oui! Ouais, mais oui. D'ailleurs, au tout début, je pense que ça fait quelques années maintenant que quand je rencontre une nouvelle personne, j'arrête de dire que je suis sexologue. Parce que ça peut mener à des conversations vraiment étranges. Ah oui. Donc, quand je rencontre une nouvelle personne, je le dis pas tout de suite. Mais en effet, mais je veux dire, ça parle du fait que les gens se posent des questions, ne savent pas à qui les poser aussi, ne savent pas où trouver l'information et ne savent pas comment chercher. Dans tous les âges, est-ce que tu as l'impression? Dans tous les âges. Ouais, dans tous les âges. Oh oui, absolument. Ouais. Oui, je partage 100% ton point de vue. Moi aussi, je trouve, du moment que j'ai commencé ma formation jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que ça a vraiment fait une pente ascendante de l'intérêt et du confort que les gens ont aussi à parler de ça, je pense, qui est bien. Mais en effet, je suis d'accord que moi aussi, dès que je parle un peu de mon travail, je pense que tu l'as bien dit, souvent les gens ils veulent en parler, ils savent pas à qui en parler, fait que là ils entendent sexologue, ils sont comme c'est ma chance. Ouais, c'est ma chance. Oh mon Dieu, faut que je saute dessus. Je vais poser des questions, puis ça commence toujours par toi donc tu dois être ouverte. Donc est-ce que je peux te parler de ça? Puis comme wow. Non. Wow, on se calme, c'est ça. Je veux pas savoir. C'est ça. Mais c'est comme tu dis, c'est que je pense que ça parle de justement les gens savent pas toujours à qui se tourner. Puis je pense qu'en ce moment aussi les sexologues sont de plus en plus reconnus pour leur spécificité, mais également pour leur savoir-faire. Et je pense que c'est une bonne chose parce que les gens en ont besoin. Et avant, savaient pas vers qui aller. Maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de sexologues, mais ils sont toujours aussi occupés. Il y a toujours autant de demandes. Fait que c'est bon signe. Ça veut dire que ça répond à un besoin qui existe puis qui grandit. Moi, je trouve aussi également en ayant participé justement à plusieurs campagnes de sensibilisation, mais également en ayant parlé dans les médias, qu'on en parle de plus en plus dans les médias. Donc ça, je trouve que c'est aussi un signe que les gens veulent en entendre parler. Et non seulement on veut en entendre parler, mais on veut en entendre parler à heure de grande écoute. Oui, à heure de grande écoute et de manière positive. Pas juste en parlant du risque comme on en parlait tantôt. Exactement. Fait que ça, c'est super cool. Puis je pense qu'aussi, c'est en fait, ce que j'espère, c'est qu'on va continuer à en parler puis qu'on va également laisser aussi la place à des personnes qui sont justement formées ou qui veulent ou qui en parlent aussi de manière positive et de manière sensible pour que ça reste des discours qui sont nuancés comme ils devraient être nuancés, qui parlent des réalités comme ils devraient parler des réalités. Mais oui, je pense qu'on est dans une société où est-ce qu'on voyait beaucoup de sexe avant. Là, je trouve, on en voit, mais on en parle beaucoup. Mais on en parle ensemble, c'est une discussion plus que juste parler de je veux dire en gros guillemets, mais de cul, tu sais. On aborde plus, puis même dans mon expérience avec d'autres sexologues, même les demandes aussi, tu pourrais peut-être également partager, mais tu sais, les gens se posent justement beaucoup plus de questions sur qui je suis dans ma sexualité, comment je vis ma sexualité. Avant, c'était très au niveau des dysfonctions, au niveau de qu'est-ce qui va pas bien, comment est-ce que je peux régler ça, ou ma partenaire m'a dit que si, et maintenant il y a encore de ça, mais il y a aussi beaucoup de moi je veux explorer pour moi, ou moi je suis pas sûre que je suis sur mon X encore, donc puis ça c'est quand même nouveau, puis c'est de plus en plus présent, donc ça montre aussi que la conversation justement sur la sexualité a élargi juste à plus que juste la relation sexuelle ou que la fonctionnalité sexuelle. Voilà, que exactement comme tu dis, que la personne va se poser la question, va vraiment se dire, il me semble qu'il y a quelque chose qui va pas et j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être orientée. De me faire guider. De me faire guider, exactement. C'est chouette. Petite dernière question que je pose à tous mes invités. Selon vous, votre définition personnelle du bien-être, c'est quoi? Ou comment est-ce que vous exprimez le bien-être ou vivez le bien-être plutôt dans votre quotidien? Oh mon Dieu! Ce n'est pas une question piège. Non, c'est ça. Tu sais, la dernière question d'examen qui est comme une page. J'avais pas vu celle-là. C'est la dernière page verso. Écoute, je vais me lancer. On dirait que je vais y aller avec ce que ça m'évoque. Hein. Ça va peut-être prendre 3 paragraphes, mais on va y arriver. On dirait que tout de suite, je pense à bien-être, je pense à
sentiment au moins d'apaisement, je pense, un sentiment de calme au minimum, un peu comme un océan tranquille, je dirais, qui est quand même dynamique. Mais je pense que le bien-être, c'est aussi d'être capable du mieux qu'on peut, en fait, quand il y a justement des événements, quand il y a de l'adversité, de faire face à l'adversité, de passer à travers des émotions négatives, de vivre les choses et de quand même être capable de se recentrer à soi. On dirait que ça m'évoque ça, du moins. Donc, je dirais pas que c'est un état qui est statique. Je dirais pas que c'est juste je suis bien et je m'en fous, peu importe ce qui arrive. On peut vivre des émotions négatives, on peut vivre des stress, on peut se laisser déborder, mais on est capable, je pense, de revenir et de faire des choses qui nous font du bien ou du moins qui sont conséquents avec comment on sent qu'on est bien à l'habitude. Oui. Bravo. Ouais, OK. Mais je fais du pouce sur ce que tu dis, Morag, parce que c'est pour moi, il y a comme quelque chose d'être en accord avec soi-même, d'être aligné avec qui je suis et de faire des choix en conséquence de comment je me sens, etc. Mais il y a aussi cette espèce de comment dire, voilà, les émotions, elles existent, elles sont là, puis de les laisser exister, c'est aussi important. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup rappeler, c'est que le changement est permanent. Tout change tout le temps. La sexualité est fluide. La sexualité peut changer, le corps change, notre état d'esprit, nos idées évoluent. Tout est en perpétuel changement. Et je pense que c'est aussi d'accepter, en fait, le changement et comment il vient, de comment ça influence, en fait, notre vie au quotidien et justement de rester aligné avec ça. C'est terriblement rassurant, je trouve. Il y a un côté... mais en même temps, je suis comme... Ah, OK. Ben, ça va aller. Il y a quelque chose j'utilise parfois cet exemple du yin yoga, qui est une pratique de yoga dans laquelle, en fait, il faut maintenir des positions longtemps, qui peuvent être très inconfortables. Mais, en fait, c'est toujours de se rappeler, en fait, cette pratique, ce que j'ai compris, j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais je suis pas une experte, mais de ce que j'en ai compris, c'est vraiment comme d'accepter que comme ça va être inconfortable un petit moment, mais après on va ressentir comme l'apaisement après et de garder en tête que rien n'est permanent. Je plug ça, mais c'est comme le bain froid au Bota Bota. Ah ouais, hein? Ça fait mal sur le coup, mais l'apaisement après. Voilà. Comparable. Oh my God, voilà. C'est la folie. Ah oui. Wow, merci. Ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez juste nous mentionner où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, si vous avez le goût, bien sûr. Oui. Tu y vas? Oui. Excusez. Donc oui, moi, je suis... j'ai un site internet qui est gwendolinluty.com. Je vais pas épeler tout mon nom parce que c'est vraiment long. J'espère que vous allez pouvoir mettre le lien. Il y en a pas beaucoup à Montréal, je pense. On va y arriver. C'est sûr. Je suis aussi sur Instagram, mais je poste jamais rien. Je suis trop nulle. Je m'excuse là, mais je suis trop nulle sur les réseaux sociaux. Mais voilà, sur mon site internet, on peut me contacter si jamais pour des conférences, des ateliers, etc. Parfait. Oui, puis moi, avant de me plugger, j'aimerais vraiment repluguer ton podcast qui, genre, moi, est un de mes podcasts vraiment chouchou puis brillant, vraiment, là. Fait que, allez voir Au Coin du Brasier. Au Coin du Brasier sur les plateformes YouTube, Spotify, etc. Oui. Ouais, il est brillant. Mais oui, donc moi en fait, on peut surtout me trouver sur le site du Club Sexu. Honnêtement, la plupart de mes activités professionnelles sont là, donc clubsexu.com. On a également le Club Sexu sur Instagram. Si jamais vous cherchez le contenu que moi j'ai fait, vous pouvez trouver à travers le site, me chercher, puis ça va être facile. Puis voilà. Super, merci beaucoup pour votre présence. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.